1900. On criait alors au miracle et M. Fulgence Bienvenu, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année. Cette année, la RATP célèbre les 20 ans des musiciens du métro. À cette occasion, nous vous dévoilons une série de rencontres avec des artistes prestigieux. Ils nous racontent leur vision du concours, de leur musique et du métro. Posté devant la fenêtre, je guette les ameuses esselées à la faveur de l'automne. Je m'appelle Tété, je suis chanteur, compositeur, interprète, guitariste et je fais une musique qui est un mélange de folk, de blues et de chansons françaises. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes. On m'appelle Tété parce que c'est mon prénom, c'était le prénom de mon parrain et j'ai été prénommé comme ça en hommage à cet homme que j'ai très peu connu, mais voilà, le nom est resté. Alors, qui m'a initié à la musique et aux instruments ? Il y a eu plusieurs portes d'entrée, un cousin qui était mon héros en tout, que j'ai essayé de singer, dans le groupe duquel je chantais quand j'avais 15 ans. Un épisode violon quand j'avais 9 ans, mais tout ça, à chaque fois, c'est des expériences assez courtes et il a fallu que je me casse la jambe juste avant mon 16e anniversaire pour me faire offrir une guitare, compagne de convalescence. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, vu que je ne savais pas comment est-ce qu'on accordait une guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare avec une des cordes accordée fausse. Donc 2-3 mois plus tard, il a fallu que je réapprenne le peu que je savais, il a fallu que je réapprenne tout. Mes premiers modèles, je dirais que c'est plutôt Suzanne Vega, des gens comme ça que j'écoutais à l'époque. Et le premier album de Casey Jones n'était pas encore sorti. Il sort en 91 ou 92 et je découvre avec Rhythm is Love. Comme tout le monde, mon cousin à l'époque me dit « il faut absolument que tu écoutes ce type. C'est fabuleux ». Je crois qu'à l'époque, il a fait la première partie de Lenny Kravitz. Tout le monde en parle. Et puis moi, au même moment, je découvre l'album et je tombe dedans. If I try to take you there, would you come with me? Il a joué dans le métro. C'est là qu'il se serait fait repérer. C'est un peu la légende. Et puis non, moi, ce que j'en ai retenu, c'est sa liberté, le côté clochard céleste, au sens noble du terme. C'est vrai que moi, j'ai toujours été influencé par un peu des itinérants, des types qui se baladaient avec leur guitare. C'était vraiment pour moi le signe ultime de la liberté. Donc finalement, Casey Jones, je le découvre au même moment que Bob Dylan, Kerouac. Et c'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie, moi, de quitter ma petite ville et de partir avec ma guitare sur le dos, quoi. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Paris, j'y suis arrivé un jour d'été 98, c'était pendant la Coupe du Monde, donc c'est une ambiance très particulière, il faisait à peu près aussi chaud qu'aujourd'hui. Et c'était une ambiance particulière parce que le pays était uni. La magie du ballon rond, à laquelle moi j'ai jamais rien compris par ailleurs, a eu ce pouvoir cet été-là, pendant encore 2-3 ans, de fédérer un peuple. Donc c'était une très belle manière d'arriver à Paris. Je me souviens de rues désertes et de fenêtres ouvertes, avec aucun bruit, et juste les clameurs des gens quand il y a un but qui était marqué ou une action. Et ça, c'est vrai que j'oublierai jamais. Quand je suis parti de Saint-Dizier, donc où j'ai grandi, j'ai commencé par jouer dans la rue. Parce que je voulais me confronter à cette réalité-là, et c'était comme une espèce de passe initiatique. Tous les gens qui m'avaient inspiré avaient fait ça, métro, rue, bar, terrasse de café. C'est des expériences qui sont vraiment challengeantes, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction, parce que quand on a la chance de faire ce métier plus tard, il suffit de se retrouver sur une scène avec un micro qui marche pour avoir une impression de luxe, mais vraiment. Et dans ce coup, tout est simple, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui part pas, quoi. Ce qui est compliqué quand on joue dans le métro, quand on joue dans la rue, c'est pour ça qu'il y a un petit distinguo, une petite subtilité sémantique entre faire la manche et faire le chapeau. Et c'est vrai qu'on est toujours à 2 pas de la mendicité. Donc il faut assumer ça, le regard des gens, il faut assumer l'usager, parce que dans le métro c'est des usagers, l'usager qui passe et qui ne s'arrête pas. Il faut apprendre à prendre de la distance avec soi, parce que forcément notre premier réflexe c'est... il passe, s'il ne s'arrête pas, c'est que je suis nul. Mais des fois, on apprend à se dire... Alors, des fois, on est nul, clairement. Mais d'autres fois, c'est quelqu'un qui va chercher ses enfants. Et dans la vie, il y a des priorités. Je veux dire, quand je cherchais mes enfants à l'école, j'ai beau croiser Michael Jackson dans la rue, je ne m'arrête pas.
Et c'est vrai, voilà, donc ça vous laisse finalement un joli cadeau parce que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs. Vous ne pouvez pas le faire avec l'ego, vous ne pouvez pas le faire avec mauvaise énergie parce que les gens le sentent et ça les fait fuir. Le plus difficile qu'on fasse le métro, la rue, qu'on essaie d'écrire, c'est de dépasser la peur d'être mauvais. Parce que finalement, c'est souvent ça qui fait qu'on se sent sur soi. Alors qu'une fois qu'on a été mauvais puis qu'on s'est dit, bon bah voilà, c'est un premier jet, je vais continuer, il ne peut plus rien vous arriver, entre guillemets. Le rapport que j'ai avec les musiciens du métro, ça m'évoque plein de choses. C'est des musiciens pour lesquels j'ai un certain respect, puis qui font preuve d'une structure. Parce que pour être musicien du métro, il faut avoir la carte. Donc ça veut dire à un moment donné accepter de se plier à ce protocole, à ce jeu, d'aller voir des gens, d'attendre, parce que c'est pas une carte qui vous est délivrée comme ça. Et puis après, je crois qu'il faut encore une fois faire preuve de beaucoup de grandeur d'âme. J'appelle ça de la hauteur de pièce en fait. Pour voilà, se mettre souvent à des embranchements de métro dans les courants d'air et puis essayer de délivrer sa musique toute la journée en gardant une jolie énergie parce qu'on est là pour ça et Dieu sait que c'est quelque chose qui est pas facile et qui est pas forcément considéré à sa juste valeur. Il y a une énergie phénoménale dans le métro. Et c'est un endroit qui est particulier parce que dans la rue on croise les gens alors que là, fût-ce le temps d'une station, les gens peuvent aller nulle part. Et je crois que c'est un des derniers endroits de mixité sociale à Paris, le métro finalement. J'allais dire les supermarchés aussi, mais en fait non, parce que les types qui vont faire leurs courses à Montreuil ne croisent jamais les types qui font leurs courses à Neuilly, ils ne vont pas dans les mêmes magasins. Alors que la ligne 9 qui va des Beaux-Quartiers à Montreuil, les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés de se croiser à un moment donné. Et c'est pour ça qu'ils vont se parler, mais il y a un symbole qui est fort là-dedans. Et puis, comme on dit, aucun homme n'est une île. Et c'est vrai que moi j'aime bien, quand je prends le métro, observer les gens, essayer de m'imaginer ce qu'est leur vie. Même si je me trompe souvent, parce que forcément, on peut pas se baser là-dessus pour définir un profil, enfin le profil de quelqu'un qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est autant de portes ouvertes, je trouve. L'un des plus jolis souvenirs que j'ai dans le métro, c'est... Un jour, je suis allé accompagner ma mère à l'aéroport et bon élève parce que je suis comme ça, je lui avais acheté des fleurs. Et arrivé à la porte d'embarquement, il m'explique qu'elle ne peut pas embarquer avec les fleurs à cause de dispositions sanitaires parce qu'on ne peut pas mélanger la faune et la flore de deux pays naturellement séparés. Bon. Et du coup, je suis dans le métro avec mes fleurs et je vais à un rendez-vous, mais c'est avec une jeune femme à qui j'ai pas du tout envie de donner le mauvais signal. Donc je me dis, je vais pas les jeter quand même. Et j'ai regardé les jeunes femmes qu'il y avait dans la rame et j'ai écarté celles qui étaient jolies, qui le savaient, puisqu'on leur dit toute la journée, donc finalement ça sert à rien. Et il y avait une jeune femme qui était très très jolie, mais qui dégageait autre chose, une vulnérabilité. Et en fait, j'ai attendu que le métro soit arrivé à la station où je descendais. Au dernier moment, que les portes se ferment, je lui ai tendu les fleurs. C'était comme dans une pub, elle m'a dit c'est pour moi, j'ai dit oui, puis je suis parti. Voilà. Je dirais que la magie du métro, c'est que selon votre opérateur de téléphone mobile, vous n'avez pas le réseau. Et c'est vrai que la lecture, c'est aussi une sorte de temps de concentration. C'est très compliqué de lire par bout de 5 minutes. Et c'est vrai que quand on a 40 minutes de métro, un livre, c'est un ami. Et c'est vrai que quelqu'un a eu la bonne idée un jour d'inventer les formats poche. Et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un bouquin sur moi, au cas où. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un trajet de métro qui dure plus de 5 stations. On n'est jamais à l'abri d'attendre. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on n'a plus du tout envie d'attendre, alors que des fois l'attente, c'est un cadeau. Dans le métro, les musiciens qui me touchent le plus, c'est souvent des joueurs de violon. Il y a aussi des musiciens asiatiques dont je ne connais pas l'instrument, mais c'est des instruments qui racontent beaucoup de choses. C'est souvent des instruments qui jouent à l'oreille, sur lesquels il n'y a pas les repères qu'il y a sur un manche de guitare, donc on a l'impression d'entendre quelqu'un chanter. Et la musique que j'écoute beaucoup pour lire, c'est plutôt de la musique classique, ou pour écrire. Et puis sinon, ce que j'écoute en ce moment, c'est beaucoup une espèce de nouvelle école roots, soul. Je pense à Leon Bridges, Nathaniel Radcliffe. Je pense à Tedeschi Truck Band, je pense à des gens comme ça, et puis les classiques, Aretha Franklin, Al Green, toutes les bonnes choses.
La première fois que je me suis entendu à la radio, ça va être une réponse un peu bizarre, mais je vous avoue que je m'en souviens pas. Je dirais qu'en fait, la manière dont, un petit peu dans Paris où je pouvais, et immédiatement après, je suis parti sur la route. Et c'est pendant que j'étais sur la route en tournée que les chansons commençaient à être diffusées. Donc c'est vrai que ça fait 13 années 60 comme histoire, quand les types étaient dans 4 étapes plus loin, puis qu'ils les appelaient à la maison, et puis leur femme leur disait tu passes à la radio. Mais c'est vrai qu'on en a absolument aucune idée, parce que notre quotidien sur la route, c'est comment ça s'est passé hier, est-ce qu'il y avait du monde, est-ce que le camion est tombé en panne, est-ce qu'on va être à l'heure. Et donc finalement c'est bien parce que c'est un cheminement, une manière de vivre sa musique qui est décontextualisée du reste, qui tourne vraiment autour de la musique et d'un autre rapport au temps. Ça va faire plus de 15 ans que je fais ça, et je me souviens que les premiers concerts en dehors de Paris, on joue devant 30, 40 personnes, et puis voilà, jouer devant 300-400 personnes dans une ville, c'est 2-3 ans de travail, mais un peu comme le type qui se pose à sa station. La première fois, personne ne s'arrête, et puis la seconde fois, peut-être qu'il y aura 20 personnes, et puis peut-être que des fois, voilà, il y a des petites choses qui se mettent en place. Mais ça prend du temps, et en même temps, c'est le temps qui est nécessaire. Je crois qu'on essaie tous de tout accélérer. Alors voilà, quand la RATP fait des travaux qui raccourcissent le temps entre deux stations, tout le monde est ravi, et c'est objectivement une bonne chose. Mais des fois, il y a certaines situations où il est bien de prendre son temps. En fait, moi, ce que je caressais comme rêve à l'époque, quand j'ai commencé, c'était de ne pas avoir à compter dès qu'il s'agissait de s'acheter un disque ou un livre. Pour moi, c'était vraiment ça le luxe. Et c'est ça qui m'a amené à faire de la musique comme activité principale, en me disant que si j'étais obligé de faire autre chose pour gagner ma vie, que j'aurais mécaniquement moins de temps. Voilà, et avec le recul, c'est un luxe inouï de pouvoir avoir une passion, pouvoir en vivre dans un monde où tout change si vite. Pyramide. J'ai fait une émission avec André Manoukian où on est allé à la découverte des racines de la musique, notamment aux États-Unis. On a pris le métro à New York aussi, mais par contre, je ne me souviens pas avoir croisé de musiciens dans le métro new-yorkais. Je ne me souviens pas avoir jamais croisé un musicien dans le métro new-yorkais. Le seul souvenir que j'ai dans le métro new-yorkais, c'est la première fois que je suis allé aux États-Unis. Je suis parti sur un coup de tête, tout seul au jour de l'an. J'étais invité à une fête d'un type que j'avais croisé dans la rue. Et j'ai jamais réussi à me repérer en fait dans le métro, parce qu'ici en fait on a des lignes qui vont d'est en ouest, c'est relativement simple, alors que là-bas il y a un truc uptown, downtown. Et à ce jour j'ai toujours pas compris, et donc je suis arrivé au truc pour le jour de l'an, hein. Il était 1h30 du matin, et bon, la porte était fermée. Donc j'en ai beaucoup voulu au type qui avait fait la carte du métro new-yorkais à l'époque, et puis ce qui met en valeur justement l'aspect pratique et la logique des cartes du métro parisien. Voilà. Ouais, alors l'Olympia, oui, c'est une salle dans laquelle j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier c'est l'humilité qui vous étreint quand vous pénétrez dans cette salle, en fait. Qui n'est pas la salle originelle, parce que la salle originale était à quelques dizaines de mètres, elle a été détruite puis reconstruite. Mais c'est vrai que c'est un honneur de marcher d'essayer de marcher dans les pas d'aussi illustres prédécesseurs. Alors je vais avoir le plaisir de repasser à l'Olympia, justement dans le cadre d'une soirée qui met à l'honneur des musiciens, j'allais dire de jeunes musiciens, c'est pas forcément toujours le cas. Et ce que ça fait, je suis content parce que j'ai le sentiment de rendre en fait ce que d'autres m'ont filé à l'époque, quand on est un jeune musicien et qu'on arrive de province, ce qui était mon cas. Et un type croisé à Paris ou ailleurs qui vous dit tiens, essaye d'aller voir ce bar parce que le mec il est sympa, il te laisse faire le chapeau, puis en plus il te file à bouffer. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'au fil des années, des fois on oublie et on prend la chance qu'on a un peu comme un fait établi. Alors que souvent, quand on fait un peu une rétrospective, c'est plein de petites choses qui sont mises au bout les unes des autres. Et je pense que les musiciens que je vais croiser à l'Olympia, j'aurais pas grand-chose à leur apprendre. Tout ce dont ils ont besoin, c'est juste une tribune, en fait. Est-ce que le métro aide les musiciens Comme je le disais, je pense que c'est très formateur. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que les musiciens qui jouent dans le métro sont tous systématiquement signés 2 heures après ou... C'est sûr que c'est une très jolie... L'image que ça convoque est très jolie. Et on a tous entendu parler de types qui prennent le métro et puis qui se font caster, et qui deviennent acteurs, ou qui deviennent mannequins, ou qui deviennent musiciens, ou qui deviennent... Je ne sais pas quelle est la réalité objective de ça.
En revanche, je pense que la chose la plus précieuse pour un musicien, c'est de pouvoir exposer son travail à l'autre. Il y a une très belle campagne qui a été faite dans le métro sur des formes de poésie très très courtes. Et c'est encore plus vrai pour les poètes. C'est une forme d'expression qui est très peu partagée. Et c'est un très très joli cadeau pour un poète que de savoir que sa poésie est lue par des milliers, des millions de personnes tous les jours. Et je pense que c'est ce qui peut vous arriver de mieux quand vous proposez des histoires. Est-ce que j'ai déjà fait une chanson sur le métro ? Jamais. Mais c'est une très bonne piste. Mais il y a quantité de choses à raconter sur ça, sur ces destinées collectives, ces solitudes qui se croisent sans jamais se rencontrer. Ce que je trouve fascinant fait dans le métro, c'est le champ des possibles. Alors, c'est plus mon cas depuis bien des années, mais ça me fascinait en fait quand j'étais célibataire à l'époque de penser à toutes ces âmes seules qui se croisent toute la journée, sans savoir que des fois peut-être à 2-3 mètres, il y a une compatibilité. Alors depuis, il y a Tinder qui a été inventé, mais c'est quand même nettement moins chic. Mais les chemins de traverse, le long des tours de vie, l'ivresse, la solitude et sa noblesse. Le temps